Il n'y a pas de problème. Je pense que beaucoup d'angles intéressants ont été apportés à la question, à la fois par une société Airbus extrêmement soucieuse d'un apport intellectuel, technique pour assurer la qualité de ses avions et surtout l'avancement permanent de ses performances. On a eu Louis Gallois qui nous a donné une perspective un peu plus généraliste sur les besoins en matière d'ingénieurs d'une façon générale d'élèves des grandes écoles, celles dont probablement les industries de services sont les plus proches. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'il faut aussi écouter les sociétés de services. Elles sont aujourd'hui probablement, elles représentent à peu près 40% du recrutement, si ce n'est plus, ça dépend ce que vous mettez dedans, à l'issue des grandes écoles. Le conseil là-dedans, qui n'est un sous-ensemble, parce que dans les services, vous pouvez mettre les banques, vous pouvez mettre les SS2I. Si on prend que le conseil, c'est-à-dire la prestation intellectuelle pour le bénéfice d'entreprises industrielles et commerciales, c'est probablement que 10 et quelques pourcents de la population payée. C'est certainement dans les plus grandes écoles, je regarde simplement en France, 30% des offres de sortie. Et je mets dedans, mettons les conseils en management, les conseils de direction générale, les conseils d'affaires, c'est-à-dire les banques d'affaires. C'est aujourd'hui une source de recrutement très importante pour toutes ces entreprises. C'est pas pour rien. Et donc, puisque c'est un débouché naturel que j'essaierai d'expliquer, mais que je ne saurais peut-être pas totalement expliquer, c'est intéressant de réfléchir aux besoins qu'ont ces entreprises par rapport à ce que vous appelez, vous, les sciences industrielles ou les particularités de ce qu'on appelle les ingénieurs. Bon, alors, un peu de perspective. Je représente donc uniquement la partie cabinet de conseil, disons, direction générale. J'ai fait ça pendant 27 ans. À vrai dire, depuis que j'ai quitté cet amphi point carré, j'ai eu qu'une petite pause pour faire un MBA aux États-Unis, à Stanford. J'ai ma collection de grandes écoles françaises. Je ne ferai pas mes commentaires sur le côté cocooning de l'X. Ça me démange, mais pourtant. En préalable, je ferai par contre un commentaire à tous ceux qui ont annoncé que le dessin industriel était mort. Je garde un souvenir extraordinaire que je vais essayer de lier à ma présentation du dessin industriel, et en particulier du cours de machine. Mon professeur qui s'appelait Robert de Haus, j'en avais un peu oublié le nom, c'est Gilbert Frade qui m'a aidé à le retrouver, m'a appris à voir la partie cachée des pièces. Vous savez, la partie qui est derrière, qu'on représente par des petits pointillés, et imaginer la forme que ça a. Je me souviens d'imaginer ce que deux cylindres qui se croisaient, ou un cylindre avec un cône, la forme que ça aurait. Visualiser ce qu'on ne voit pas, c'est une des choses qui me paraît extrêmement importante dans le métier que je fais, mais je pense aussi d'une façon générale quand j'essaie de communiquer avec d'autres pour leur faire partager ce que moi je pense être la bonne solution. Je ne peux pas leur dire c'est moi qui ai raison, parce que sinon c'est eux qui ont tort. C'est faire partager des choses qu'eux ne voient pas. Je crois que le consultant fait beaucoup ça, et je trouve dans le dessin industriel une sorte de gymnastique intellectuelle qui est intéressante de ce point de vue-là. Elle en a une deuxième, c'est que ceux qui nous ont inventé cette représentation avec des petits pointillés nous ont appris aussi à représenter, à expliquer à d'autres facilement ce qu'on ne voit pas. Et donc la capacité à expliquer, à représenter par des codes simples qui sont peut-être parfois très scientifiques, qui parfois sont plus relèvent du discours littéraire, me paraissent des choses importantes à retenir et importantes à développer dans le cadre du cursus, en tout cas de la tranche de temps de l'éducation de vos élèves dont vous vous occupez. Voilà pour le raccord représentation précédente. C'est sûr que le monde du conseil ne va pas chercher dans les grandes écoles ou dans les endroits où se forment les ingénieurs ce qu'on pourrait immédiatement penser être l'utilité des matières qu'ils ont appris. En fait, je pense que je me suis arrêté à faire du dessin industriel le jour du dernier cours de Robert de Haus. Ça me revient. Je m'en suis servi souvent pour expliquer aux gens ce que je fais, aux candidats notamment, ou aux consultants qui avaient un certain mal à raconter ce qu'ils faisaient et à passer leur message. Donc c'est pas le contenu, je pense que vous le savez, c'est pas le contenu nécessairement des matières, c'est plutôt les aspects comportementaux que vous donnez aux étudiants à mesure qu'ils avancent à travers différentes matières. Certaines sont très utiles pour gagner du temps dans une fonction de recherche ou dans une fonction de projet de développement. D'autres ne seront jamais perdues, même si elles ne servent plus jamais. C'est ça qui est important. C'est utile dans tous les cas. La question, c'est de savoir à quoi ça doit être utile. Alors, je pense que ça doit être utile à, premièrement, en tout cas dans le métier des services, à premièrement renforcer la valeur du fait et de la preuve.
le monde entier est peuplé de gens qui parlent bien et qui ont une rigueur tout à fait limite des faits et de la preuve. Et je crois que la première chose qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs, c'est la rigueur des faits, la rigueur de l'analyse. On appelle ça résoudre des problèmes. Le plus parfait, le plus complet, c'est le mathématicien qui en plus cherche l'élégance. Le plus brouillon, mais qui marche tout aussi bien, c'était mon cours de machine, dans lequel il y avait aussi bien des calculs très scientifiques de torsion et de flèches, mais il y avait aussi beaucoup de petites abacs que De Haus avait dans le coin de sa poche. On disait, d'expérience, quand on utilise tel type de métal, voilà, il y a une sorte de chiffre, tu multiplies par 2, tu enlèves l'âge du capitaine, et voilà, et puis ça marche. C'était basé sur l'expérience. Ça permettait d'aller plus vite. C'est néanmoins basé sur des faits, sur la rigueur des faits et la preuve, la rigueur de l'analyse. Ça, il faut le préserver. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, De Haus, mais subitement, il remonte dans mes mémoires. Je ne l'avais pas oublié. Donc, première chose, c'est la rigueur des faits et des preuves. C'est donc pas seulement la passion de faire la démonstration, c'est aussi, ça c'est la preuve dans le sens classique du terme, la preuve c'est qu'in fine, ce qu'a apporté quelqu'un dans le métier des services, qu'il travaille sur l'implémentation d'un système informatique ou qu'il travaille sur la résolution d'une difficulté de fonctionnement d'une entreprise, ou la conquête d'un nouveau canal de distribution, ou le développement d'un nouveau produit, c'est qu'in fine ça marche. La seule preuve, c'est la réalité des choses. Alors là, je trouve que ce que vous appelez alors je l'ai noté parce que je suis nécessairement un peu plus largué, les TIPE, là, c'est ça, je ne me suis pas trompé, sont à mon avis très importants parce qu'ils amènent un individu à travers les affres de la réflexion, mais in fine aussi à l'exécution d'un projet concret, sous l'autorité, la supervision, l'aide, mais aussi l'autorité de quelqu'un qui va juger l'aboutissement et l'utilité du projet. Je trouve ça très très intéressant parce que dans l'éducation que j'ai eue personnellement, ça n'existait pas. J'avais pas l'impression qu'on allait aussi loin que d'aider quelqu'un à se perdre, à le guider, à faire signe d'autorité pour dire c'est pas le bon chemin et pourtant on en avait parlé la dernière fois, ça serait quand même bien que tu essayes. Et puis ensuite à juger de l'impact du produit fini. On a un robot qui marche peut-être pas longtemps, il ne prend peut-être pas les virages qu'on veut, mais on a quand même quelque chose qui marche et on a réussi à faire tout le cheminement assez pragmatique in fine qui nous amène à une solution concrète. Alors, assez concrètement, je trouve que ce qui manque aux ingénieurs français, il manque aussi aux ingénieurs dans d'autres pays du monde, c'est la dimension économique de tout ce qu'ils font. Alors Louis Gallois appelait ça la compta, je ne sais pas si c'est la compta, c'est en tout cas la réalisation que le monde est fait de conflits entre ressources et que quelque part, ce qu'on consomme en temps doit être valorisé par quelqu'un, ce qu'on consomme en énergie doit quelque part se traduire par de la création de valeur. On appellera ça après de la capacité à générer des emplois. Chaque pays a son vocabulaire, je pense que c'est très spécifique par pays, mais avoir une dimension économique de ce qu'on fait, je trouve que ça manque beaucoup. Et je trouve que ça manque. On a fait beaucoup de progrès sur l'aspect entrepreneur, travail individuel, travail en équipe. Je trouve que dans la dimension économique, ça manque beaucoup. J'ai assisté parfois à l'école des mines alors je vais encore rater mon vocabulaire parce que c'est peut-être pas les TIPE, mais c'est l'équivalent d'équipes qui ont un projet et l'amènent à travers ces différentes phases de réflexion, de diagnostic et de conclusion. J'ai toujours trouvé que la dimension économique, qui est quand même celle qui régit le monde, on peut avoir tous les idéologies qu'on veut, in fine, c'est celle-là qui finit par mettre tout le monde d'accord, est absolument pas présente. Et ça commence par l'existence d'une entreprise, d'individus qui sont prêts à acheter votre produit. Si on veut faire plus compliqué, c'est qu'ils sont prêts à l'acheter à 10 francs et pas à 250, 10 euros pardon et pas à 250. Et ces réflexes-là méritent d'être davantage développés dans les cas, le vocabulaire, tout ce qui fait partie de votre enseignement.